Mon nom c'est Françoise Jérôme, je travaille à l'IFRES, à l'Université de Liège, donc l'Institut de formation et de recherche en enseignement supérieur. Et la communication que je vous propose aujourd'hui a pour titre « Comprendre en tant qu'obstacle potentiel à l'apprentissage ». Alors, la question au départ de cette communication est la suivante. Le processus de compréhension à la base de tout apprentissage est-il aussi transparent que ce que semble postuler le système éducatif lorsque celui-ci prévoit l'organisation de cours magistraux en amphithéâtre? Alors, je vais essayer d'apporter un double éclairage à cette question. La partie 1, et c'est probablement pour cette raison que je me trouve dans cette session de communication aujourd'hui, c'est que je vais m'en référer à la position du sociologue allemand Niklas Luhmann. Donc, c'est une approche un peu théorique. Et dans la deuxième partie, je vais donner un éclairage plus empirique à la question en vous parlant d'une approche pédagogique qui s'appelle l'Assessment for Learning. Alors, qui est Niklas Luhmann, tout d'abord, puisque c'est son point de vue dont je vais rendre compte dans cette première partie. C'est un sociologue allemand du XXe siècle. Il était professeur pendant plusieurs décennies à l'université de Bielefeld. Il est l'auteur d'une macro-théorie des systèmes sociaux qui résulte de la combinaison de trois courants théoriques complexes, une théorie des systèmes, une théorie de la communication et une théorie de l'évolution. Je n'entre surtout pas dans les détails, c'est un peu compliqué. Il est l'auteur de plusieurs études qu'il a consacrées à différentes facettes de ce qu'il appelle le système éducatif. Alors, pourquoi choisir un sociologue pour finalement éclairer une question qui touche très fort à l'enseignement et à la pédagogie? Mais je trouve intéressant d'avoir justement un positionnement qui est peut-être un peu décalé et donc interpellant vis-à-vis de problèmes qui traitent de formes institutionnalisées d'enseignement et d'apprentissage, et aussi le fait de recourir à des instruments conceptuels différents pour analyser des phénomènes qui sont par ailleurs traités par la pédagogie. Alors ici, c'est juste quelques titres d'ouvrages rédigés par Luhmann. Ils ne sont pas traduits en français, donc c'est aussi un peu intéressant justement d'introduire cet auteur dans le monde francophone peut-être. Alors, donc il s'agit vraiment ici de questionner les processus de compréhension en contexte scolaire. Donc on se centre ici sur les interactions entre l'enseignant et les apprenants. Très souvent, les enseignants se plaignent que les élèves ou les étudiants ne comprennent pas ou ne prennent pas la peine de comprendre les choses qui leur sont expliquées. Ben, on peut se poser la question, est-ce que comprendre en contexte scolaire, est-ce que ça va nécessairement de soi? Et la réponse de Luhmann, c'est clairement non. Comprendre en contexte scolaire ne va pas de soi. Alors, Luhmann considère que très souvent, voire trop souvent, les apprenants, les étudiants, les élèves en contexte scolaire sont un peu traités comme des machines de Turing. Alors évidemment, c'est une image qu'il emprunte à l'informatique théorique. Donc une machine de Turing, c'est un modèle abstrait du fonctionnement des appareils mécaniques de calcul ou des ordinateurs qui a été imaginé par Turing en 1936 dans le but de spécifier le concept d'algorithme ou de procédure mécanique. Donc, autrement dit, ce que reproche ici Luhmann, c'est une conception assez mécaniste des processus de compréhension à l'œuvre dans les apprentissages scolaires. Donc, si on veut généraliser un petit peu cette approche-là, on peut dire que les enseignants s'attendent que sur la base d'un input spécifique, que ce soit des informations qui sont communiquées aux étudiants, ceux-ci produisent un output relativement prévisible, comme par exemple la restitution ou l'application des informations reçues. Alors, à cette conception mécaniste, Luhmann oppose une théorie des systèmes autoréférentiels qu'il emprunte aux sciences du vivant. Il applique cette théorie également aux systèmes psychiques, c'est-à-dire aux individus et aux systèmes sociaux. Selon Luhmann, les systèmes autoréférentiels sont marqués par la récursivité de leurs propres opérations, c'est-à-dire qu'ils utilisent leurs propres opérations pour se perpétuer et ne peuvent donc envisager ce qui se passe en dehors d'eux qu'à partir de cette distinction fondamentale pour eux entre leur propre mode opératoire et leur environnement. Autrement dit,
Tout acte de compréhension est marqué par cette logique autoréférentielle. Et là, Luhmann rejoint quand même fort le sens commun. On ne comprend qu'à partir de son propre point de référence autocentré. Donc, autrement dit, l'acte de compréhension n'est jamais transitif ou direct. Il est fait de boucles réflexives qui le rendent tâtonnant et incertain. Alors, pour bien comprendre aussi la place qu'accorde donc Luhmann à la compréhension, donc selon lui, si on fait référence à sa théorie de la communication, toute séquence de communication est marquée par 3 actes, le fait d'informer, d'exprimer et de comprendre. Donc, pour qu'il y ait compréhension, il faut qu'un individu, appelons-le ego, puisse... Attendez, excusez-moi, je ne vois pas. Voilà, puisse distinguer l'information qu'un autre individu altère en s'exprimant lui destine. C'est donc, selon Luhmann, l'acte de compréhension, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, qui permet à la communication de se perpétuer en donnant des occasions aux interlocuteurs de rebondir à partir de ce qui a été compris ou cru l'être et d'amorcer ainsi de nouvelles séquences de communication. Cela fonctionne assez bien, dit Luhmann, et nous avons la même expérience, je pense, malgré cette logique autoréférentielle que je viens d'évoquer, dont sont tributaires les interlocuteurs. Alors, en contexte d'enseignement, les choses se complexifient encore un peu parce que dans ce contexte, il est nécessaire de faire une distinction entre une bonne et mauvaise compréhension. Luhmann dit dans des contextes de communication informelle, cette distinction est moins déterminante dans la mesure où la communication peut se poursuivre, même si des erreurs de compréhension lui font prendre des tournures inattendues. Par contre, l'apprentissage et la sélection à l'œuvre dans tout parcours scolaire se font à partir d'une bonne compréhension, ou en tout cas d'une compréhension convenue de ce qui est enseigné. Alors, si on pousse donc ce raisonnement plus loin, on peut dire qu'il est possible de vérifier si une information a été bien ou mal comprise seulement, et c'est là que je rejoins un petit peu ce que Julia disait, par le biais d'une réaction à l'information reçue. Donc, il est impossible pour l'enseignant en amphithéâtre de s'assurer de façon instantanée et unilatérale que les étudiants ont effectivement compris ce qu'il ou elle a tenté de leur expliquer. Donc, il faut que les étudiants absolument aient l'occasion de manifester activement leur compréhension en produisant par la communication l'une ou l'autre réaction à ce qui leur a été enseigné. Alors bien sûr, dit Luhmann, il y a quand même des possibilités à l'enseignant, même quand il se trouve en amphithéâtre face à un grand nombre d'étudiants, d'essayer de prendre la température et de s'assurer que les étudiants suivent. Mais donc il cite 5 stratégies dont vous connaissez la plupart, mais chaque stratégie, selon lui, va de pair avec certains inconvénients qui rendent ces stratégies un petit peu comparables à des pis-aller. Je ne vais pas les décrire toutes parce que j'aimerais bien arriver au bout de la présentation, je suis désolée. Qu'en est-il du point de vue des étudiants? Donc, pour comprendre idéalement, donc si on s'en réfère à ce que dit Luhmann, donc pour comprendre les apprenants, il faut pouvoir tenir compte de leur propre point de vue autocentré, donc conformément à cette logique autoréférentielle, et donc tenir compte individuellement de leurs préjugés, de leurs lacunes en termes de connaissances, des distorsions au niveau de leur représentation, etc. Pour diverses raisons, notamment un manque de ressources, évidemment, de tels paramètres ne sont pas systématiquement pris en compte à l'université. Pourtant, des courants pédagogiques actuels abondent dans le sens de Luhmann. Et je vais me contenter d'en présenter un seul, donc l'Assessment for Learning, ou évaluation au service de l'apprentissage, qui est une approche intégrée donc, de l'évaluation à l'enseignement et qui vise à produire du feedback de manière à optimiser l'apprentissage. Feedback est à entendre ici dans un double sens, aussi bien de l'enseignant à l'étudiant que de l'étudiant à l'enseignant. Cette approche a pris son essor dans les années 90 lorsque pas mal de chercheurs ont constaté une certaine tension entre deux conceptions de l'évaluation, une évaluation certificative centrée sur la sélection versus une évaluation formative centrée sur la progression, et le constat également d'une prédominance d'une représentation au détriment de l'autre, c'est-à-dire une prédominance de l'évaluation centrée sur la sélection. Un ouvrage qui a fait date
dans le cadre de cette approche, c'est l'ouvrage intitulé Inside the Black Box, Raising Standards Through Classroom Assessment. Donc, il s'agit d'une revue de littérature de pratique de Classroom Assessments et cette revue de littérature vise à montrer l'influence positive de l'évaluation formative sur la compréhension et l'apprentissage des étudiants. Classroom Assessment, donc ça renvoie à la pratique qui consiste à prendre de l'information auprès des étudiants directement en salle de classe. Alors, les atouts de l'Assessment for Learning, c'est donc le fait que les étudiants, en recevant des feedbacks, ont la possibilité, en tout cas, de se concentrer sur leur apprentissage, d'en assumer la responsabilité en tenant compte justement des conseils dispensés et à envisager ainsi des moyens de progresser. L'Assessment for Learning permet également d'appréhender l'apprentissage et l'évaluation comme formant un tout. Et selon les méta-analyses de Hattie, bon, je sais bien qu'elles sont parfois contestées, mais les feedbacks sont placés en 10e position par rapport à 150 facteurs qui influencent la qualité d'apprentissage, et en particulier si ces feedbacks prévoient également des informations qui remontent des étudiants vers l'enseignant. Alors évidemment, cette approche s'accompagne de défis et certains sont assez considérables. Donc d'abord une fidélité d'implémentation, c'est-à-dire que si le feedback formatif est pratiqué de façon superficielle, il a évidemment peu de chances d'avoir une influence positive sur la compréhension des étudiants et sur leur apprentissage. Il faut que les étudiants aient l'occasion de mettre en œuvre ce feedback. Un deuxième défi, c'est l'évaluation de la mémorisation à long terme. Donc, c'est bien évidemment d'opérer des coups de sonde à chaud et de vérifier la compréhension de ce qui a été communiqué aux étudiants. Mais c'est encore mieux de pouvoir pratiquer ces coups de sonde également à moyen et à plus long terme pour s'assurer d'une compréhension et d'un apprentissage en profondeur. Alors, évidemment, le défi, peut-être le plus grand, c'est la charge de travail pour les enseignants. Et là, peut-être une façon d'envisager les choses, c'est de pratiquer à la fois une évaluation formative de type informel par le biais de feedback oraux et de pratiquer cela assez régulièrement. Et à certains moments, donc de façon à être placé aussi stratégiquement de telle façon à ce que les étudiants puissent en profiter un maximum, de leur communiquer des feedbacks plus formels et donc sous forme écrite. Alors ici, je vais aller assez vite. Il s'agit de nouveau d'un article qui a été publié dans le cadre de ce courant Assessment for Learning. Et l'auteur ici a interrogé 83 enseignants pour un petit peu sonder leur représentation concernant la signification pour eux de l'Assessment for Learning et aussi leur représentation sur l'apprentissage et l'évaluation. Cette enquête a permis à l'auteur d'établir un continuum avec à une extrémité une conception mécaniste, donc pour en référer à ce que disait Luhmann, ou behavioriste de ce que signifie apprendre et évaluer, avec un lien fort entre donc un comportement et une performance attendue. Donc calibrer un input pour obtenir un output sur mesure, ça rappelle très fortement l'image des machines de Turing employées par Luhmann. Et à l'autre extrémité du continuum, une position plus constructiviste qui envisage donc une construction des connaissances par les étudiants et l'évaluation comme documentation de ce processus de construction ou de co-construction des connaissances. Avec un constat également que beaucoup des enseignants interrogés se trouvent du côté behavioriste du continuum et un plaidoyer de la part de l'auteur pour essayer de rétablir un petit peu l'équilibre entre ces deux extrêmes et de faire avancer le curseur du côté constructiviste. Alors, ce qui m'intéressait aussi dans l'article, c'était la phrase qui faisait vraiment écho à ce que dit Luhmann. Donc, the input-output industrial model is too simple for our classrooms. Alors, une des stratégies importantes et défendues par l'Assessment for Learning, c'est évidemment la pratique qui consiste à questionner les étudiants. Les enseignants pratiquent cette méthode de façon routinière.
Cependant, maîtriser des techniques de questionnement efficaces ne va pas de soi et cette compétence se développe au fil du temps. Cela implique notamment de planifier les moments dédiés aux questions-réponses dans une séquence de cours, de prévoir les types de questions à poser. Par exemple, est-ce qu'il faut poser à certains moments des questions ouvertes plutôt que des questions fermées, d'adopter une stratégie de distribution des questions pour éviter que ce soit toujours les mêmes étudiants qui répondent, de cibler aussi l'intention derrière les questions posées, est-ce qu'il s'agit de vérifier des connaissances, de la compréhension, de l'application, etc. L'avantage du questionnement, c'est qu'il implique les étudiants par la réflexion et qui permet à l'enseignant d'obtenir des indications du niveau d'apprentissage atteint. Alors, j'avais encore une dia supplémentaire concernant des points d'attention lorsqu'il s'agit de pratiquer le questionnement pour le rendre efficace. Je vais peut-être directement... Il me reste 5 minutes, Stéphanie? Oui, 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 un peu moins maintenant. Ah, d'accord. Donc, je vais vite alors quand même passer cela en revue. Donc, questionner est une compétence qui doit se travailler pour être développée. Communiquer est un processus bidirectionnel, donc ça c'était aussi ce qui était envisagé dans la théorie de la communication chez Luhmann. Questionner permet de développer donc un style de communication interactionnelle, c'est important pour obtenir justement cette réaction de la part des étudiants. Questionner aussi, ça implique de s'exposer à l'imprévu, donc normalement toute réponse formulée par les étudiants, même si elle est bizarre, doit être prise en considération. Et un enseignant qui questionne doit s'attendre à ce que les enseignants fassent de même et posent toutes sortes de questions. Donc, cela nécessite de la confiance en soi, une excellente maîtrise de la matière et une bonne préparation. Et la première étape du questionnement consiste à amener les étudiants à prendre la parole, ce qui parfois peut paraître paradoxal compte tenu du fait que certains enseignants s'efforcent aussi par ailleurs de faire taire les étudiants. Ça fait écho aussi à ce que j'ai entendu ce matin dans un symposium. Questionner vise à essayer que les étudiants donc réfléchissent à haute voix afin de pouvoir faire état de leurs connaissances et les partager avec leurs pairs. Et parfois, beaucoup d'enseignants ont tendance à trop parler et donc à laisser moins la parole aux étudiants. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Donc, les réflexions de Luhmann à propos de ce que signifie comprendre en contexte scolaire et qui datent de 1986, donc qui sont loin d'être récentes et publiées dans un article intitulé Systeme verstehen Systeme. Pourtant, ces réflexions trouvent écho dans des courants pédagogiques actuels, donc notamment celui de l'assessment for learning. Donc, c'était vraiment ça qui m'intéressait de montrer par le biais de cette communication. C'était des convergences intéressantes entre d'une part un développement théorique par un sociologue et d'autre part des recherches empiriques qui appuient donc une approche pédagogique. Dans les deux cas, j'ai relevé les points communs, enfin j'ai essayé de mettre en évidence les points communs suivants. Donc une remise en question d'un paradigme mécaniste, voire behavioriste, de la compréhension et de l'apprentissage en contexte scolaire et notamment en enseignement en amphithéâtre. La réflexion sur le statut ambigu de l'évaluation en éducation, un plaidoyer pour des échanges bidirectionnels ou une communication interactionnelle entre enseignants et étudiants, et enfin une prise en considération des difficultés inhérentes à la mise en pratique d'un paradigme constructiviste en éducation, car cela ne va pas de soi. Voilà, je vous remercie pour votre attention.